Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous assistons aujourd'hui à la soutenance de la thèse de doctorat présentée par M. Bouneya Mohamed Sharif, intitulée Études analytiques et numériques pour les équations intégro-différentielles non linéaires de Fridol, sous la direction de M. Issaoui Mohamed Zine, en encadreur. Notre invité, Rabia Nourdin, de l'Université de Soukharas, professeur Hamza Gebay, de l'Université de Guelma, Riyad Mourad, docteur Riyad Mourad de l'Université de Guelma, et moi-même, L'Agoul Fatah, de l'Université de Guelma. Donc, Mohamed, vous avez 40-45 minutes pour exposer l'essentiel de votre travail. Vous pouvez commencer. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier les membres du jury et mon assistant et tous ceux qui ont participé à faire réussir ce travail. Alors, notre travail de thèse concerne une étude analytique et numérique pour les équations intégro-différentielles non linéaires de Fridol. Donc, dans cet exposé, on va donner premièrement une petite introduction sur les origines des équations intégrales et intégro-différentielles, ainsi que la position de notre problématique parmi quelques travaux récents. Après ça, on va parler d'une étude analytique et numérique pour une équation intégro-différentielle non linéaire de Fridol avec un noyau régulier. Et par la suite, on va étudier une équation intégro-différentielle non linéaire de type mixte Volterra-Fridol avec aussi un noyau régulier. Notons que cette équation est une forme d'une équation intégro-différentielle de type Fridol avec un noyau régulier par morceau. Et à la fin, on termine par quelques perspectives et la bibliographie utilisée dans cet exposé. Aujourd'hui, les équations intégrales et intégro-différentielles sont utilisées dans beaucoup de domaines de la science comme modèle, ce qui rend indispensable l'étude de ce type d'équations. Nous savons que d'après la tradition scientifique, la première apparition des équations intégrales et intégro-différentielles remonte aux travaux de Fourier sur la formule d'inversion de ce qui est connu par la transformée de Fourier, ce qui a engendré des équations 1, où l'une d'entre elles représente l'équation et l'autre sa solution, et vice-versa. Par la suite, en 1823 et en 1826, Abel a introduit dans ses travaux une équation intégrale de type convolution de la forme 2, provenant d'un certain problème en mécanique. Notons que ces deux équations 1 et 2 sont dites linéaires singulières de premier espace. En 1837, UV a montré l'équivalence de certains problèmes à valeur initiale à une équation intégrale de la forme 3, connue par le nom, connue par l'équation intégrale linéaire de deuxième espèce de Volterra, introduite par celui-ci après presque un demi-siècle, suite à ses travaux sur l'électrostatique. Notons aussi que Volterra a introduit à la première fois les équations intégro-différentielles vers les années 1909, suite à ses travaux sur l'électrodynamique et la théorie d'élasticité. En 1903, une nouvelle théorie a vu le jour, due à Fridol, qui concerne l'étude d'un certain type plus général d'équation intégrale, qui est l'équation K, connue par l'équation intégrale linéaire de deuxième espèce de Fridol. L'idée novatrice de Fridol consiste à prolonger en dimension infinie l'étude du système de dimension finie x plus lambda x égale à b. Dans la période un peu plus récente, beaucoup de travaux ont été effectués concernant ce type d'équation et dont le but est d'étudier leurs propriétés et leur résolubilité. Parmi les références les plus riches en la matière, nous pouvons citer par exemple le livre 18 de Radio Précube qui contient des méthodes analytiques pour de larges variétés de noyaux. Ainsi, le fameux livre d'Atkinson, la référence 2, qui contient les grandes catégories de méthodes, par exemple, à savoir les méthodes de noyau de Ginelli, de projection et de Nistran. Ainsi, dans la référence 19, contient aussi des méthodes nouvelles, par exemple celle basée sur la théorie des ondes, des matrices opérationnelles et des fonctions orthogonales, et qui concernent les différentes variétés d'équations de Volterra, de Fridol, linéaires, non linéaires, intégro-différentielles, flou et fractionnel. Dans la deuxième section, on va présenter l'étude effectuée dans l'article 3 concernant l'équation 5, qui est une équation intégro-différentielle non linéaire de type Fridol, où le noyau K et la fonction f
le noyau K est continu ainsi que sa dérivée par rapport à T, la fonction f est de classe I1. Alors, notre objectif est de faire une étude analytique numérique concernant les questions d'existence et d'unicité de la solution. Ensuite, faire une approche numérique simple et efficace pour approcher la solution, et en expliquant toujours les conditions du traitement analytique. Alors, ce traitement représente une étude complète par rapport à ce qui a été fait dans la référence 17 et la référence 15, ou dans la première, une étude analytique pure a été présentée concernant l'équation 5, et dans la deuxième, une résolution numérique de l'équation 6 par la méthode de Galerkin et Terry. Nous pouvons voir aussi que notre équation 5 est la version fréquente de l'équation 7, qui a été traitée dans la référence 10, analytiquement et numériquement dans la référence 10 et la référence 21, pour P égale à 1, et dans la référence 8, lorsque P est faiblement singulier. Maintenant, pour la deuxième équation qui est de type mixte, elle représente une forme générale pour le cas interodifférentiel de l'équation 9, étudiée numériquement dans les références 6 et 16. Nous pouvons remarquer aussi que l'équation 8 est la formulation intégrale des problèmes aux limites du type 10, où les noyaux KV et KF sont donnés en fonction des composantes du noyau de Green. Et donc, l'équation 8 représente aussi une forme générale de l'équation 6. Donc, passons maintenant à la deuxième section qui concerne l'étude de l'équation 11, où le noyau K et la fonction f vérifient les hypothèses préliminaires H1. La dérivée de la fonction inconnue de l'équation 11 est donnée implicitement par la formule 12. Maintenant, pour étudier les questions d'existence et d'unicité de la solution, on définit l'espace de Banach bien B1, qui est l'espace des fonctions de classe C1 muni de la norme 13. On considère aussi l'opérateur T sigma f défini par la formule 14, où sigma x est une fonction de classe C1. Alors, les dérivés des images de l'opérateur T sigma f sont données par la formule 15. Pour prouver cette proposition, il suffit d'appliquer directement la définition de la dérivée. Un résultat crucial qu'on va présenter, c'est le théorème d'Arzelà-Ascoli généralisé qui caractérise les familles relativement compactes dans l'espace B1, qui est l'espace de Banach B1, qui est l'espace des fonctions de classe C1 munies de la norme analogue à 13. Donc, on dit qu'une famille F de l'espace bien relativement compact, si seulement si toute famille Fi, qui est l'ensemble des dérivés d'ordre I des fonctions de F, est uniformément bornée et équicontinue. Et la preuve de ce théorème se fait d'une manière analogue à celle du théorème classique d'Arzelà-Ascoli, avec des modifications convenables. Nous pouvons même donner une preuve de la condition suffisante basée sur le théorème classique d'Arzelà-Ascoli et le théorème de Hausdorff, et cela en cherchant un excellent réseau fini pour la famille F dans l'espace B1, en se basant aussi sur les epsilon réseaux finis de chaque famille Fi. Une conséquence importante de ce théorème est le théorème qui nous dit que, suivant les hypothèses H1, l'opérateur T sigma F est compact. Et comme l'équation 11 est de la forme 16 où sigma ici est égal à B, alors si les hypothèses H1 sont vérifiées ainsi que la condition 17, ce qui signifie que le noyau K ainsi que sa dérivée par rapport à T sont uniformément bornés, alors l'opérateur TBF admet au moins un point fixe dans l'ensemble U, c'est-à-dire que l'équation 11 admet au moins une solution. La preuve de ce théorème se fait en appliquant le théorème du point fixe de Schroeder. Si de plus, c'est l'opérateur K, le noyau K. Si de plus, le noyau K vérifie les hypothèses H2 qui sont les hypothèses d'électricité par rapport à la troisième et quatrième variable, alors la solution de l'équation 11 est unique suivant la condition 18. Pour prouver ce théorème, on applique les hypothèses H2, ce qui nous donne les inégalités 19 et 20. Ensuite, par substitution du lien dans l'autre, on obtient les relations 21 et 22, ce qui nous donne le résultat. D'autre part, on peut voir que l'opérateur TBF
et l'Ipsicien et vérifie la relation 23. Donc, si la condition 24 est vérifiée, l'unique solution s'obtient en appliquant le théorème de point fixe de Banach. Remarquons aussi que la condition 18 est plus générale que la condition 24. Et en d'autres termes, nous avons traité les conditions d'existence et d'unicité pour deux types de noyaux. Le premier type, c'est les noyaux qui vérifient les hypothèses H1 et H2. La condition 17, on va l'appeler condition de Schroeder, et la condition 18, on va l'appeler condition d'unicité. Et le deuxième type de noyau, c'est les noyaux qui vérifient les hypothèses H1 et H2 et la condition de Banach 24. Par exemple, les noyaux de type 25, qui ne sont pas uniformément bornés. Maintenant, pour l'approche numérique, on va utiliser la méthode de Nystrom classique. Donc, les restrictions des équations continues 11 et 12 sur la subdivision delta 1 sont données par les formules 26 et 27. Et en utilisant les règles de quadrature, on obtient les équations 28 et 29, où R1 et R2 sont les erreurs de consistance locale sur la subdivision delta 1. Alors, si les règles de quadrature sont consistantes, c'est-à-dire que la relation 30 est vérifiée, les équations 28 et 29 peuvent être approchées par le système de dimension finie non linéaire 31 et 32. Voilà. Dans la suite, on va supposer que les poids de la quadrature sont tous positifs et que les règles de quadrature sont interpolatoires. Ce qui veut dire que la somme du poids de la quadrature est égale à la longueur de l'intervalle B moins A. Maintenant, si on définit la norme temps 3, on obtient les résultats d'existence et d'unicité de la solution du système de dimension finie 31 et 32 en respectant les conditions de traitement analytique, c'est-à-dire analogue à ceux obtenus pour les équations continues, sous les mêmes conditions. Toujours pour les deux types de noyaux, type 1 et type 2. Et pour l'estimation d'erreur quant à la solution exacte du système de dimension finie et la solution exacte des équations continues, nous avons les estimations 34, 35, 36, 37 pour les noyaux de type 1, toujours sous les mêmes conditions, et l'estimation 38 pour les noyaux de type 2. Et comme conclusion, la solution exacte du système de dimension finie 31-32 converge vers la solution exacte des équations continues. Maintenant, dans le but d'approcher la solution du système de dimension finie, on utilise le processus itératif de Picard défini par la suite 39 et 40. Donc, les résultats de convergence de cette suite vers la solution du système de dimension finie sont donnés par le théorème 5 et le théorème 6 pour les deux types de noyaux, et toujours en respectant les conditions de traitement analytique. Et par conséquent, la suite des itérations de Picard converge vers la solution exacte des équations continues, et cela si les règles de consistance les règles de quadrature sont consistantes. Maintenant, pour vérifier la compatibilité de l'approche numérique par rapport aux conditions de traitement analytique, on va prendre des exemples numériques pour les deux types de noyaux. Et cela en utilisant la quadrature de trapèze et la quadrature de Gauss-Legendre avec une petite comparaison. Donc, pour le premier type de noyau, on prend l'équation 42. On peut vérifier que le noyau de cette équation, vérifier les hypothèses H1 et H2, 17 et 18, mais par la condition 24. Donc, les erreurs de consistance sont données dans le tableau 1 pour les deux quadratures, ainsi que le CPU time de calcul. Nous pouvons voir après les calculs que la quadrature de Gauss-Legendre est largement plus précise et plus rapide que la quadrature de trapèze. De même, le tableau 2 et le tableau 3 donnent les erreurs d'approximation d'autres cas pour les deux quadratures suivant les valeurs croissantes du nombre de subdivisions et le nombre d'itérations, et ce qui confirme la convergence de l'approche. Ici, la figure 1 et la figure 2 donnent le profil logarithmique des erreurs d'approximation d'autres cas pour les deux règles de quadrature. Maintenant, pour les noyaux de type 2, on considère l'équation 23, où le noyau ici n'est pas uniformément borné, mais vérifie la condition de Banach 24.
Les résultats de calcul pour les erreurs de consistance sont donnés aussi dans le tableau 4 pour les deux règles de quadrature. Toujours la quadrature de Gauss-Legendre est plus rapide et plus précise. Et de même pour les erreurs d'approximation d'autres cas sont donnés dans le tableau 5 et le tableau 6, toujours pour les deux quadratures. Ici, la figure 3 et la figure 4 donnent les profils logarithmiques des erreurs d'approximation d'autres cas. Ici, nous pouvons voir que les erreurs d'approximation d'autres cas atteignent une certaine valeur minimale pour chaque nombre d'itérations. Les erreurs atteignent une certaine valeur minimale dans une certaine itération K, à partir de laquelle l'erreur reste presque constante, c'est-à-dire stable. Et de même pour la quadrature de Gauss-Legendre, mais ici, on peut remarquer que l'erreur atteint une certaine valeur minimale seulement pour les valeurs paires du nombre de subdivisions. On entend ici que la quadrature de Gauss-Legendre ne marche pas au-delà de 5 points. Et cela revient au fait que les racines du polynôme de Legendre, qui sont ici taux i qui appartient à l'intervalle -1, 1, s'accumulent sur la frontière de l'intervalle, ce qui rend incalculable les poids de la quadrature. Maintenant, dans la section suivante, on va parler de l'étude de l'équation du type mixte 44, où les noyaux KV et KF et la fonction donnée f vérifient les hypothèses préliminaires H1. Nous pouvons voir aussi que d'après la proposition 1, la dérivée de la fonction inconnue est donnée par la formule 45. De la même manière que pour l'équation du type fléton, on va traiter trois types de noyaux. Les types 1 et type 2 sont les deux types analogues à ceux qui ont été traités pour l'équation du type fléton, c'est-à-dire les noyaux qui vérifient les hypothèses H2 et les hypothèses d'ellipticité H3 avec les conditions correspondantes sur les constantes. Le type 2, c'est les noyaux qui vérifient seulement les hypothèses d'ellipticité H3 avec la condition correspondante sur les constantes. Et le type 3 de noyau, c'est les noyaux qui vérifient les hypothèses H4 avec une certaine condition sur les constantes. Et comme l'équation 44 est de la forme U de t est égal à SF de U de t, où l'opérateur SF est donné par la formule 46, qui est la somme de deux opérateurs compacts dans l'espace T1. Alors, nous avons les résultats d'existence et d'unicité de la solution pour les noyaux de type 1. Ils sont donnés par le théorème 4 et le théorème 5. Et de même, pour les noyaux de type 2, nous avons les résultats d'existence et d'unicité basés sur le théorème de point fixe de Banach, suivant la condition 48. Maintenant, pour les noyaux de type 3, on définit la norme, on définit l'espace B1 lambda, qui est l'espace de fonction de classe 1 muni de la norme 49, qui est une norme équivalente à la norme standard de l'espace B1, et ce qui rend l'opérateur SF compact. Considérons aussi les constantes alpha, bêta, gamma qui sont définies qui sont en fonction des conditions des hypothèses H4. Donc, si les hypothèses H4 sont vérifiées avec la condition 50, ou lambda vérifie la relation 51, alors l'équation 44 admet au moins une solution dans l'espace B1 lambda. Pour prouver ce théorème, on applique le théorème de point fixe de Schroeder. Maintenant, remarquons que les hypothèses H4 sont plus générales que les hypothèses H3 de l'ellipticité. H4 et H3. Donc, si nous avons les hypothèses H3, les constantes alpha, bêta, gamma seront définies par les constantes des conditions des hypothèses de l'ellipticité H3. Et donc, si la condition 50 est vérifiée, l'existence et l'unicité de la solution s'obtient en appliquant le théorème de point fixe de Banach. Nous avons donc deux théorèmes d'existence et d'unicité qui se basent sur le théorème de point fixe de Banach, qui sont le théorème 8 et le théorème 6. Mais ici, les conditions sont différentes, la condition 48 et la condition 50. Maintenant, pour l'approche numérique, on utilise aussi la méthode de Nystrom
Donc les restrictions des équations continues sur la subdivision sont données par 52 et 53. Mais pour ce type d'équation, on procède d'abord par approcher les intégrales sur tout l'intervalle AB par des règles de quadrature. Ensuite, on approche les intégrales qui dépendent de type en utilisant des règles de quadrature qui conservent les mêmes valeurs inconnues sur les nœuds. Par exemple, la quadrature de trapèze composé ou la quadrature basée sur l'interpolation par spline. Ce qui nous donne les relations 54, 55 et 56. 54, 55 pour les intégrales sur tout l'intervalle AB et 56, 59 pour les intégrales qui dépendent de t. Et de même, on suppose que les quadratures sont tous positifs et les quadratures utilisées sont interpolatoires. Donc si les schémas de quadrature sont consistants, c'est-à-dire la relation 58 est vérifiée, on obtient comme approximation le système de dimension finie 59 et 60. Ici, la proposition 5, ici 7, donne les résultats d'existence et d'unicité de la solution du système de dimension finie 59 et 60, et toujours suivant les conditions de traitement analytique. Ici, pour l'estimation de l'erreur, nous avons les relations 63, 64, 65, 66 pour les noyaux de type 1 et la relation 67 pour les noyaux de type 2. Et maintenant, pour les noyaux de type 3, on définit l'erreur d'approximation 68 avec l'erreur de consistance correspondante au lambda 1. On obtient aussi pour les noyaux de type 3 l'estimation 69. Et on utilise aussi pour approcher le système de dimension finie les itérations de Picard définies par les relations 70, 71. Et de la même manière, les résultats de convergence de cette suite vers la solution exacte du système de dimension finie pour les trois types de noyaux sont donnés par le théorème 9, théorème 10 et théorème 11. Et toujours en respectant les conditions de traitement analytique. Et en conclusion, la suite des itérations du Picard converge vers la solution exacte des équations continues. Et toujours si les règles de quadrature sont consistantes. Maintenant, dans les exemples numériques qui prouvent la compatibilité de l'approche avec les conditions de traitement analytique, on va considérer les deux types de noyaux, le type 1 et le type 3 avec les hypothèses d'électricité astrale. Donc, pour le premier type de noyau, on considère l'équation 74 où on peut vérifier que le noyau vérifie les hypothèses H1, H2 et la condition 47. Et on a les résultats de calcul suivants concernant les erreurs de consistance et les erreurs d'approximation d'ordre K. Et de même, le profil logarithmique des erreurs sont donnés par la figure 5. Et de même, pour les noyaux de type 3, on considère l'équation 75. Et les résultats de calcul sont donnés par les tableaux 9, 10, pour les erreurs de consistance et les erreurs d'approximation d'ordre K. Ainsi, le profil logarithmique des erreurs d'approximation d'ordre K, ici lambda égale à 3. Lambda égale à 3. Les profils logarithmiques sont donnés comme suit, dans la figure 6. Ce travail de thèse engendre beaucoup de perspectives, par exemple l'étude de ce type d'équations pour des noyaux de type général qui ne sont pas nécessairement continus, par exemple, et de construire aussi des méthodes numériques plus générales et plus précises, étudier d'autres catégories d'équations, par exemple le flux fractionnaire et dans des dimensions supérieures à 1, et étudier aussi les questions de stabilité. Et on termine par la bibliographie utilisée dans ce travail. Ici, les articles concernant cette thèse sont les références 3, 4 et 5. Et je vous remercie de votre attention.